C'est le débat du Grand Soir 3. Nous allons donc revenir sur l'incroyable mystère du Boeing de la Malaysia Airlines. C'est l'une des disparitions les plus énigmatiques de l'histoire moderne de l'aviation. Beaucoup de questions et donc pour l'instant pas beaucoup de réponses. Heureusement, messieurs, vous êtes là pour les apporter, ces réponses. J'espère vous pilotez tous les trois de façon professionnelle ou amateur. Vous êtes des spécialistes du secteur aéronautique. Gérard Arnoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commandant de bord, vous présidez le comité de veille de la sécurité aérienne. Michel Polaco, bonsoir. Vous êtes journaliste, les auditeurs de France Info connaissent bien votre voix. Vous êtes spécialiste donc des questions aéronautiques. Christophe Nodin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'université Paris 2, spécialiste des questions de sûreté aérienne. 6 jours donc et toujours rien, aucune trace, aucune piste fiable. Gérard Arnoux, c'est normal ça? Moi, depuis mardi où on s'est vu sur ce plateau, rien. Vous n'avez pas avancé dans... Rien, si, on a fait un peu de brainstorming avec des collègues, on a réfléchi, on revient un petit peu quand même sur les hypothèses que vous avez évoquées mardi sur ce plateau. On va voir les hypothèses, mais 6 jours après la disparition d'un avion de ligne, c'est déjà arrivé. Le Rio-Paris, il y a quelques années, en 2009, on avait retrouvé les premières traces 6 jours après. Alors le Rio-Paris, le contexte est tout de même assez différent. On est au milieu de l'Atlantique. Les moyens considérables mis en œuvre n'ont rien de commun avec ceux qui sont mis en œuvre ici, qui sont encore plus considérables. Il y a plusieurs nations qui sont sur place, il y a plusieurs navires, porte-hélicoptères, avions qui sont capables de spotter le périscope d'un sous-marin à je ne sais combien de kilomètres, Michel doit le savoir. Et donc on a une pléthore de moyens qui n'expliquent pas, enfin si, qui semblent expliquer que cet avion n'est pas là. Alors Michel Polaco, effectivement il y a 42 navires, 39 avions, 12 pays mobilisés, les États-Unis, la Chine, le Japon. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de coordination avec les autorités malaisiennes? On sent que ça flotte un peu, non? C'est tout à fait mon sentiment. Si vous voulez, cet avion n'a pas été désinventé. Et c'est pas la première fois qu'un avion disparaît, puisque depuis 35 ans, c'est arrivé 26 fois avant. Et les 26 fois, on a retrouvé les avions, on a retrouvé une au moins des boîtes noires et la plupart du temps les 2 boîtes noires. Donc si on ne trouve pas, ça fait 6 jours, c'est sans doute aussi qu'on s'y prend mal. On s'y prend mal, ça veut dire qu'on cherche peut-être pas au bon endroit, mais surtout que l'organisation ne tient pas compte de l'expérience qui a été acquise dans les années passées. Lors du vol Rio-Paris, enfin lors de la catastrophe liée au vol Rio-Paris, les Français, les Américains, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, avec les Brésiliens et avec quelques autres pays riverains, ont acquis une expérience considérable sur la manière de rechercher un appareil. Si vous vous souvenez, à l'époque, on disposait de très peu d'informations. Quelques informations transmises par l'avion, par les systèmes de l'avion, et en dehors de ça, quand même, un grand mystère difficile à expliquer. Et au bout de 2 ans, quand on a retrouvé les boîtes noires, quand on a expliqué tout ça, on est revenu sur les difficultés des recherches. Et à l'époque, le bureau d'enquête et d'analyse a expliqué d'une part qu'il fallait une certaine organisation pour réussir des recherches comme ça. Et deuxièmement, il a fait des préconisations, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait changer les balises qui étaient sur les boîtes noires parce qu'elles n'émettent pas assez loin et sur des fréquences qui sont incaptables, qu'il fallait à l'intérieur des avions mettre peut-être des systèmes d'éjection des boîtes noires de manière à ce qu'en cas d'explosion en vol ou des choses comme ça, il y ait quand même quelque chose qui demeure et qui flotte. Enfin, il y a eu un certain nombre de recommandations. Aucune n'a été suivie. Et même en termes d'organisation, aujourd'hui, on a l'impression que les Malaisiens ne sont pas du tout organisés pour coordonner tous ces bateaux, tous ces avions qui viennent d'un peu partout et dans un certain désordre pour faire des recherches dans un endroit qui, comme le disait tout à l'heure mon ami Arnoux, n'est pas un endroit aussi compliqué que le milieu de l'Atlantique. Il y a beaucoup d'avions, beaucoup de bateaux, beaucoup de passages et les fonds sont beaucoup moins profonds. Alors, Christophe Nodin, pour l'instant, on ne peut émettre que des hypothèses. Hein. Prenons la première hypothèse, celle de l'accident. Une explosion en vol, une fissure dans le cockpit, dans l'appareil, ça peut être une explication plausible. C'est possible, mais c'est quand même très peu probable. Sur des avions comme ça, celui-là est relativement moderne, en principe il est bien entretenu. Bon. On a dit qu'il avait eu un incident sur une aile. Il a eu un incident en 2002, je vois, sur une winglet qui a été changée à Pékin. Je pense que c'était un problème de parking, mais ça n'a pas d'incident, si vous voulez, sur la sécurité de l'avion. Il n'y a pas de problème. Là, je suis tout à fait d'accord avec mes 2 collègues. Il y a une confusion absolue. Et pour moi, qui travaille principalement sur l'hypothèse, on va dire, de sûreté, c'est-à-dire le problème de l'attaque de l'avion,
Je n'arrive pas à obtenir des éléments fiables de la part des autorités malaisiennes. Donc on ne sait pas déjà à quel point exactement le contact radio, parce qu'il ne s'agit pas d'un contact forcément radar, a été perdu, et on ne sait pas à partir de quel moment l'avion a cessé de communiquer. C'est quelque chose de très grave, parce que ce sont des éléments essentiels quand on met en œuvre des recherches. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, messieurs. Et donc à partir du moment où on ne sait pas à partir de quand l'avion a arrêté de communiquer, s'il a tourné à gauche, s'il était en descente ou pas, etc., je crois qu'on est simplement en train de chercher un peu partout, on patauge, mais on n'est pas prêt de retrouver quelque chose. Oui, je suis pas trop étonné sur la durée pour l'instant. Parce qu'il y a effectivement une hypothèse selon laquelle, après 1 heure de vol à peu près, l'appareil aurait viré à gauche, commencé un demi-tour. Entamer un virage à gauche voilà, pour revenir en fait vers son point de départ, vers Kuala Lumpur. Mais ça voudrait dire. On n'a pas de confirmation. Ça voudrait dire quoi? Que par exemple il y a eu une attaque à bord, des terroristes qui sont entrés dans le cockpit. On y pense, ouais. Alors, si l'avion a fait demi-tour, ce qui n'est pas confirmé, mais enfin, ce que l'armée avait semblé indiquer de prime abord, s'il a fait demi-tour, c'est certainement pas par la bonne volonté des pilotes qui auraient pu communiquer, même s'ils ne peuvent pas communiquer dans l'immédiat parce qu'ils ont un problème technique à gérer, c'est d'abord ça qui compte, on le comprend bien. L'avion ayant continué de voler plusieurs minutes, voire 1 heure, 600-800 km, bien évidemment qu'il aurait communiqué. Et par ailleurs, le transpondeur, lui, continuait à émettre des signaux vers les contrôleurs radars, donc des FIR de Kuala Lumpur et de Saïgon. Et donc, ce transpondeur, s'il n'émettait plus, soit l'avion s'était écrasé, et nous avons vu qu'on a du mal à croire ça, puisqu'on ne trouve absolument rien, Il n'y a pas de débris. ou alors, il a été coupé volontairement. Coupé volontairement, ça veut dire quoi? Un missile de l'armée qui... Non, le transpondeur. Non, le pardon. transpondeur, c'est-à-dire l'instrument qui permet au contrôleur radar de localiser l'avion sur ses écrans, aurait été coupé volontairement suite à une intervention illicite dans le poste de pilotage ou l'intervention d'un membre d'équipage qui l'aurait fait sciemment. D'accord, mais alors cet avion ici, il est passé où si on suit votre hypothèse? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais même si on avait coupé le transpondeur, le problème c'est qu'on pourrait quand même le voir au radar, c'est-à-dire on verrait l'écho primaire de l'avion. Donc il ne disparaîtrait pas complètement. Radar militaire. Michel Polaco, cette hypothèse d'attaque terroriste, ça tient la route selon vous? Je crois hélas que toutes les hypothèses, pour l'instant, tiennent la route. Cet avion a disparu subitement. C'est une anomalie. Est-ce que c'est suite à un combat entre des terroristes et l'équipage et la perte de contrôle de l'avion? Est-ce que c'est parce que des explosifs ont été mis en œuvre à bord de l'avion? Est-ce que c'est parce qu'il a été détourné vers un lieu totalement inconnu ou peut-être il se trouve en ce moment? Ça paraît extrêmement peu probable, mais... Oui, mais on n'a pas retrouvé les restes. Donc, pour l'instant, on n'a pas obligatoirement une épave. Ou alors, est-ce qu'on est dans le technique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un élément de la cargaison, c'est arrivé, des bonbonnes d'oxygène, des choses comme ça, qui a explosé et qui a détruit l'avion subitement? Est-ce que, donc, j'ai parlé de la bombe, est-ce qu'il y a eu un problème de pilotage, de contrôle par l'équipage? Hélas, on l'a vu sur le Rio-Paris, un incident relativement mineur et mal maîtrisé, mal compris, peut déboucher sur une catastrophe avec un avion qui change complètement de cap et qui disparaît en 4 minutes. Donc tout est possible. La CARS nous l'aurait dit. Et la CARS ne transmettait pas, semble-t-il. En tout cas, nous n'avons pas pu avoir des informations de la part des Malaisiens ni d'aucune des parties sur des éléments précis concernant ce que l'avion a donné comme information. Donc pour l'instant, on n'a rien. Alors, donc tout est possible. Michel, je rebondis sur ce que disait Michel Polaco, parce que selon le très sérieux Wall Street Journal aujourd'hui, qui cite des enquêteurs américains, le Boeing aurait pu voler 4 heures après le dernier signal émis, le dernier contact. Les moteurs Rolls-Royce auraient émis des signaux. C'est une possibilité, ça? Alors, mes collègues qui font du 77 ont calculé l'emport de pétrole pour aller à Pékin ce jour-là avec des bonnes conditions météo. Pas de risque de brouillard à Pékin, donc des aéroports de dégagement assez proches. C'est 50 tonnes. 50 tonnes à l'endroit où l'avion a disparu. S'il avait fait demi-tour à cet endroit-là, il aurait donc fait 600 nautiques. Ils ont calculé qu'il aurait pu voler à un cap ouest, ou enfin peu importe d'ailleurs, à un cap quelconque, pendant 2800 nautiques, c'est-à-dire à peu près, on va dire 4000 km. C'est ce qu'on voit sur la carte actuellement. Il pourrait effectivement se trouver dans cette zone-là, sauf que alors là, il n'y a aucune trace. Alors là, on pourrait supposer, sauf qu'on n'est pas encore allé chercher aussi loin, et là, on pourrait supposer effectivement que, un avion comme ça, normalement, on peut faire tranquillement Kuala Lumpur, Londres, sans problème, sauf que ce jour-là, il n'avait que 50 tonnes de pétrole. Si
Les gens malins tonsonniers s'étaient emparés de cette machine, ils ne sont pas censés forcément savoir ça. Ils ont peut-être imaginé qu'avec le pétrole à bord, ils pouvaient aller dans une destination assez lointaine. Et à ce moment-là, l'avion, donnant un ordre à l'équipage, vous allez prendre la direction de tel endroit, on ne sait pas lequel. Ça ne fait pas tomber obligatoirement l'avion dans une zone désertique où on ne le retrouve pas, je veux dire. Ça peut être dans l'océan Indien, ça peut être... Alors, messieurs, et vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois qu'un avion disparaît, qu'il n'est pas retrouvé. Un avion qui ne laisse pas de traces, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aéronautique, à plusieurs reprises d'ailleurs. Retour sur ces disparitions jamais élucidées avec Benoît Mousset. D'étranges disparitions, parfois inexpliquées ou sans aucun indice, il y en a déjà eu dans l'histoire de l'aviation. Parmi les plus anciennes, celle de l'Oiseau Blanc. En mai 1927, les aviateurs français Charles Ningesser et François Colly disparaissent à bord de leur gros monomoteur au large de Saint-Pierre et Miquelon. Beaucoup d'hypothèses, mais un mystère jamais résolu. 10 ans plus tard, en 1937, la pilote américaine Amelia Earhart et son navigateur s'abîment dans le Pacifique. Là encore, le mystère reste entier. 11 degrés nord, 22 degrés ouest, ce sont les dernières coordonnées envoyées par l'aviateur français Jean Mermoz. Son avion disparaît dans l'océan Atlantique en 1936. Antoine de Saint-Exupéry, autre légende de l'aérospatiale, n'est jamais revenu d'une mission de reconnaissance au-dessus de la Méditerranée en 1944. Les restes de son avion seront identifiés 60 ans plus tard. Les disparitions d'avions ne laissant aucune trace, ni de l'appareil ni de l'équipage. Il y en a eu également dans le légendaire et redouté Triangle des Bermudes ou au-dessus de la magnifique Cordillère des Andes. Aujourd'hui, avec des moyens de communication modernes, les avions introuvables sont plus rares. En France, la disparition la plus intrigante remonte à 1968. La caravelle Ajaccio-Nice avec à son bord 95 personnes disparaît. L'hypothèse d'une collision par un missile de l'armée est toujours évoquée. L'enquête vient d'être relancée. Christophe Nodin, est-ce qu'il est possible que l'on ne retrouve jamais la trace du Boeing de la Malaysia Airlines? Oui, bien sûr. Oui, il peut tout à fait être tombé dans un endroit. On ne connaît pas la répartition des débris. On va mettre peut-être des années, 3-4 ans peut-être avant de retrouver ce qu'on appelle les boîtes noires, c'est-à-dire le FDR et le CBR. Non, il est possible qu'on ne le retrouve jamais. Gérard Arnoux, c'est terrible. Et qu'on ne sache jamais ce qui se soit passé. C'est terrible pour les familles, parce que déjà à l'heure actuelle, c'est terrible. Il y avait 239 personnes à bord, passagers plus membres d'équipage, 4 personnes de nationalité française, une majorité de Chinois. C'est terrible pour les familles. Oui, je vous remercie d'en parler, parce qu'effectivement, c'est un problème auquel je suis confronté depuis des années, avec les associations de familles de victimes. Et là, vous avez conseillé sur de précédentes catastrophes. Précédentes catastrophes, et à chaque fois, c'est quelque chose de... C'est très cruel ce qui est vécu, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que sont devenus leurs proches, ni comment, ni où ils ont disparu. Et donc tout travail de deuil, tout début de travail de deuil est impossible. Et c'est un véritable traumatisme psychologique, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons monté ce comité de veille de la sécurité aérienne également pour soutenir les familles de victimes, leur apporter du réconfort et essayer de leur apporter des explications. Alors, autre question qui se pose si l'on suit la piste de l'attentat, et apparemment c'est la piste que vous privilégiez, messieurs. Non. En tout cas, on privilégie cette piste, on pense qu'elle est encore valable. Vous avez écrit, Christophe Nodin, en 2007, un livre sur la grande illusion de la sûreté aérienne dans le monde. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que près de 15 ans après le 11 septembre, est-ce qu'il est possible de faire entrer des armes, des explosifs dans des avions, dans des aéroports? On a fait des grands progrès depuis 2001, il faut quand même être très clair, mais il est encore possible, si vous voulez, de faire rentrer à peu près ce qu'on veut sur un aéroport, d'ailleurs, ou dans un avion. Pourquoi ne le pourrait-on pas, puisque les gens arrivent à faire rentrer ce qu'ils veulent dans les prisons. Donc on a exactement le même principe. Mais comment on fait? Parce que quand on oublie un tube de dentifrice dans son sac, on le fait jeter à la poubelle. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Il y a un problème de professionnalisation du métier de la sûreté qui n'est pas atteint. Et puis après, si vous voulez, on est limité aujourd'hui par un certain nombre de technologies. On pourrait utiliser des technologies qui soient moins contraignantes
plus performantes, mais on a un problème aujourd'hui avec le personnel qui ne les utiliserait pas nécessairement bien, ou simplement avec les gestionnaires d'aéroports qui sont pas forcément prêts à les acheter parce que ça représente des budgets très importants. Michel Polaco, il y a encore des progrès à faire en matière de sécurité dans les aéroports, selon vous? Alors vous savez, depuis le 11 septembre, on a quand même pourri la vie des passagers d'aviation. C'est pas drôle de prendre l'avion aujourd'hui, hein. C'était un plaisir autrefois. Aujourd'hui, c'est la queue, la fouille. Non, mais faut faire attention à tout ce qu'on c'est le prix à promène. payer. Voilà. Alors si c'est le prix à payer, on le paye. On Mais est ça marche d'accord. pas. Simplement, si ça marche, parce Ah, qu'aujourd'hui, Il y a quand même eu des attentats, hein. ça dissuade, ça complique terriblement D'accord. la vie des cinglés, ça complique terriblement la vie des terroristes mal organisés, et effectivement, il y a des maillons faibles. Il y a des maillons faibles parce qu'il n'y a aucun système qui est à 100% parfait, à 100% fiable, et donc il y a encore des gens qui arrivent à s'introduire ou à introduire des objets dans les avions. Il y en a quand même extrêmement peu. Mais on est C'est quand quand même même des une attentats. énorme bulle mondiale Non, qui mais- recoupe tous les aéroports, qui recoupe les 40 000 avions. Michel, on de a quand lignes même eu d'affaires. des attentats alors qu'il y avait de l'inspection Il y a eu filtrage. des tentatives Non, d'attentats. il y a eu des attentats. Je veux dire, en Russie, Domodedovo, il y a eu des attentats. Il y en a eu deux. Évidemment, mais D'accord. c'est Il y pas a l'endroit eu- où les choses sont les mieux protégées non Mais, plus. quel que soit l'endroit, voilà, quel que soit l'endroit. Moi, je vous dis que même aux États-Unis, aujourd'hui, même en entrer France. illégalement aux États-Unis, des objets, des armes, etc., pas facile. Alors- En Europe, pas facile. Alors dans cet avion, il y avait, on ne sait pas s'il y avait des explosifs et des armes, mais en tout cas il y avait des faux passeports puisque parmi les passagers il y avait deux clandestins, deux Iraniens avec des passeports volés. Ils ont été écartés assez rapidement des suspects. Un petit peu trop, à mon sens. Bon, Interpol effectivement a dit qu'on s'éloignait éventuellement de la piste terroriste, tout en demandant des informations aux autres polices. Moi, je fais simplement remarquer un petit détail, c'est que quand on veut émigrer d'Iran vers l'Europe, on passe pas ni par Doha, ni après par la Thaïlande, ni par Kuala Lumpur, ni par Pékin pour aller à Francfort. Il y a des chemins qui sont beaucoup plus rapides. Je voudrais également rappeler que dans l'histoire de l'aviation, il y a eu ce qu'on appelait des passagers dupes. Il y en a eu un sur UTA, à qui on avait offert une valise. Rapidement, c'est quoi un passager dupe? Un passager dupe, c'est un passager qui transporte quelque chose, une matière illicite ou dangereuse, sans qu'il le sache. On lui a confié un bagage. Voilà. On lui a confié un bagage. S'il Il y a eu vous une plaît. femme, Madame Murphy, Anne-Marie Murphy, qui est toujours vivante. Elle a été arrêtée à Londres alors qu'elle était en train de transporter un poste de radio qui était piégé. Donc, c'est des choses qui existent. Il ne faut pas écarter comme ça ce genre d'hypothèse. Et encore une fois, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans cet avion. Mais on a une certitude. C'est qu'aujourd'hui, on sait, depuis à peu près 2004, que si s'était passé quelque chose à l'intérieur de l'avion, avec 4 personnes, même 6, on sait que les passagers seraient intervenus. Et donc, c'est très difficile, en fait, pour on va dire des pirates, hein, de prendre la main sur un avion sans qu'il y ait de bagarre ou d'intervention Voilà, à c'est ce bord. qui s'était passé en Dans le vol Pennsylvanie, 93. Absolument. Le 11 septembre. En 2001, le 11 septembre. Merci messieurs de nous avoir éclairés, d'être allés enquêter sur ces différentes pistes. Nous allons suivre évidemment sur France 3, sur France TV Info.